Bonjour à tous, oui. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Simonin voilà, pour ce webinaire, alors qui va nous parler des communautés synthétiques et de l'utilisation qu'on peut en faire pour protéger la plante. Et alors, je pense qu'elle insistera beaucoup sur la protection de la graine. Et juste pour parler, voilà, Marie est chargée de recherche à l'IRHS à Angers et au sein d'une équipe qui s'appelle MR6. Elle dira sûrement la signification de cet acronyme, mais voilà, pour illustrer très brièvement son parcours, donc, elle a fait sa thèse au laboratoire d'écologie microbienne, et si mes informations sont exactes, c'était plutôt sur l'impact de polluants, les nanomatériaux et leur impact sur finalement la microflore du sol, hein. Et puis, elle a enchaîné avec un postdoc aux États-Unis où toujours elle continue à s'intéresser aux nanomatériaux et leur impact sur un certain nombre d'écosystèmes terrestres ou aquatiques. Et puis enfin, voilà, elle fait un dernier postdoc à Montpellier où là, elle s'est intéressée au microbiote des plantes. Voilà, c'était un peu une introduction finalement à son sujet de recherche aujourd'hui au sein de l'IRHS. Bon, voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais lui laisser la parole. Et alors, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation à donner ce séminaire. Voilà. Merci beaucoup, Thierry et Yvette, pour cette opportunité, puis la possibilité de vous présenter les travaux qu'on réalise à l'IRHS, notamment sur l'ingénierie du microbiote des plantes par l'utilisation de communautés synthétiques. Donc, je travaille dans l'équipe MR6 qui s'intéresse à l'émergence, la systématique des bactéries associées aux plantes, et on a un gros volet où on s'intéresse en particulier au microbiote des graines et à son pilotage. Et donc, mon exposé porte sur l'ingénierie du microbiote. Et donc, je vais repartir rapidement sur pourquoi on s'intéresse à ce microbiote et comment on peut piloter sa composition. Donc, l'importance du microbiote pour la santé des plantes, elle est plus à démontrer. On considère maintenant que la plante est un holobionte, c'est un hôte avec son microbiote qui lui est associé, tout comme les animaux ou les humains. Donc ce microbiote, il est composé de bactéries, de champignons, d'archées ou de protistes. Et il va coloniser l'intégralité des tissus, des compartiments de la plante au cours de toute sa vie. Et notamment, il va coloniser les feuilles avec à chaque fois une fraction épiphyte qui vit à la surface de la plante et des fractions endophytes qu'on va retrouver à l'intérieur des tissus. Pour les racines, c'est la même chose avec une fraction épiphyte et endophyte. Et ces micro-organismes, ils jouent un rôle clé dans la protection vis-à-vis des agents pathogènes, pour la tolérance à un certain nombre de stress abiotiques également, et bien sûr pour l'acquisition des nutriments et de l'eau dans le sol. Et donc, dans leur ensemble, ces micro-organismes associés à la plante, ils contribuent à ce qu'on appelle au phénotype étendu de la plante, qui permet sa survie dans une diversité d'écosystèmes et pour faire face à un certain nombre aussi de perturbations et de stress. Donc, sur cette base, on peut se poser la question de comment pourrait-on utiliser les capacités de ce microbiote pour une agriculture plus durable, et donc comment développer de l'ingénierie du microbiote des plantes pour, par exemple, remplacer un certain nombre de pesticides de synthèse ou améliorer en général la qualité des cultures et l'environnement. Et donc, comment on peut développer cette ingénierie du microbiote? Je vais vous présenter différents leviers aujourd'hui. Le premier, c'est de jouer sur la composition du microbiote du sol et son recrutement par la plante. C'est l'approche, on va dire, la plus classique, traditionnelle, où via les pratiques qui vont être développées, via des amendements ou des rotations, on va moduler la composition du microbiote du sol. Et donc ça, on le fait depuis toujours, mais sans trop savoir ce qui se passe non plus. Donc on ne sait pas ce qu'on apporte, les rotations, l'historique des cultures, comment peuvent moduler le microbiote de ce sol, mais on sait que ça peut améliorer notamment la qualité du sol et la nutrition des plantes. Un autre levier qu'on peut utiliser, c'est la sélection variétale. On sait que différentes variétés ou génotypes de plantes ne vont pas recruter les mêmes micro-organismes qui sont dans le sol. Et donc, on peut imaginer dans le futur, c'est en tout cas il y a des personnes qui travaillent là-dessus, de sélectionner des variétés qui vont avoir des traits qui vont favoriser le recrutement d'un microbiote bénéfique. Et donc, on va pouvoir jouer par exemple sur les patterns d'exudation ou de traits racinaires ou d'acidification de la rhizosphère qui vont entraîner le recrutement de différents micro-organismes sur la plante potentiellement bénéfiques.
Donc ici, ces deux stratégies que je vous présente, elles sont assez très classiques, mais elles jouent principalement sur le recrutement du microbiote qui est présent. Donc on fait avec ce qu'on a, entre guillemets, et on peut pas, on a des actions plus ou moins indirectes sur le pilotage de ce microbiote. Donc il y a aussi d'autres approches plus directes qu'on peut utiliser pour faire l'ingénierie du microbiote et qui passent par l'inoculation directement de micro-organismes et notamment l'inoculation de communautés synthétiques qu'on peut appeler SYNCOM en raccourci ou des consortia microbiens. Tout ça, c'est la même chose. Tout simplement, c'est un ensemble de micro-organismes, plusieurs espèces ou plusieurs souches qu'on va assembler et qu'on va pouvoir ensuite inoculer directement sur différents compartiments de la plante, que ce soit la fleur, la feuille, le sol, les graines. On peut cibler différents compartiments, différents stades phénologiques en fonction de l'objectif de cette inoculation, que ce soit de protéger la plante contre une maladie qui va intervenir au moment de la floraison ou de développement des graines, ou alors lors de l'installation de la culture ou au niveau foliaire, par exemple. Et donc, pourquoi je vous parle directement de communauté synthétique et pas de souche unique? Cette approche où on va inoculer une seule bactérie, par exemple, ou un seul champignon, elle est utilisée depuis longtemps. Il y a même un certain nombre de produits sur le marché. Mais on sait maintenant qu'il y a une plus faible efficacité d'inoculer une souche seule par rapport à des consortia microbiens. Donc, il y a un certain nombre de méta-analyses qui l'ont démontré. C'est pour ça que je ne m'attarderai pas sur ces approches où on n'inocule qu'un seul micro-organisme à la fois. Et pourquoi ces communautés synthétiques seraient plus efficaces? Bah, déjà, elles peuvent avoir une multifonctionnalité, elles peuvent faire plusieurs choses. On peut faire de la biostimulation, du biocontrôle, avoir une redondance fonctionnelle, avoir plusieurs micro-organismes qui réalisent des fonctions similaires, donc de la complémentarité. Et elles ont des meilleures capacités de colonisation d'une diversité de sols ou d'écosystèmes par rapport à des souches uniques qui vont être plus ou moins adaptées au contexte environnemental. Et donc ici, dans cet exposé, moi, je vais montrer le développement de cette ingénierie du microbiote par inoculation de communautés synthétiques, spécifiquement sur les graines, parce que c'est un objet d'étude très important à l'IRHS où je travaille en G. Et donc, pourquoi développer de l'ingénierie du microbiote de la graine? Première chose, c'est que cette graine, elle porte un microbiote, donc qui est plus ou moins diversifié. Mais ce qui est important sur ce microbiote de la graine, c'est qu'il représente un des inoculums primaires de la plante. Au même titre que nous, lorsqu'on est bébé, il y a une partie du microbiote de notre mère qui nous est transmis et qui représente un inoculum primaire, qui est très important pour le développement de notre immunité et de notre nutrition. C'est la même chose pour les graines. Les graines, elles arrivent avec un microbiote qui va être représenter des taxons pionniers qui vont avoir un rôle dans le recrutement ensuite du microbiote de la plantule qui viennent du sol ou de l'air. Et ensuite, ce microbiote, il va contribuer à l'assemblage de communautés complexes au niveau de la feuille ou de la racine pour obtenir ce qu'on va appeler l'holobionte plante. Et ensuite, une partie de cette communauté microbienne pourra être transmise à nouveau de génération en génération à la graine. Et donc, dans le cadre de différents projets, notamment le projet Succide, qui est un projet prioritaire de recherche cultivé et protégé autrement, qui est financé pour 6 ans et qui est coordonné dans notre équipe par Mathieu Barré, on s'intéresse à utiliser ces communautés synthétiques pour améliorer l'installation des cultures. Et donc, l'idée ici, c'est d'inoculer les graines avec une diversité de micro-organismes qui pourront moduler la germination et la levée dans une diversité de contextes environnementaux. Et l'autre idée, c'est d'utiliser ces communautés synthétiques pour limiter la transmission d'agents phytopathogènes qui vont pouvoir être déjà présents dans les graines. Donc, on va bloquer leur colonisation, leur transmission de la graine à la plantule, ou alors bloquer la colonisation de pathogènes qui sont dans le sol et donc qui causent de la fonte de semis très importante. Donc ça, c'est le contexte d'utilisation, ce que je vais vous montrer, d'exemple d'utilisation de ces communautés synthétiques spécifiquement sur graines pour l'installation des cultures. Et donc, dans le cadre du projet Succide, qui vise à identifier des alternatives aux pesticides pour la semence, on travaille sur 4 modèles d'études, le blé, le colza, la tomate et le haricot, et pour lesquels, à chaque fois, on travaille sur 8 génotypes. Et on s'intéresse à un certain nombre de pathosystèmes qui sont associés à ces différentes espèces, que ce soit Fusarium, un certain nombre de pathogènes qui sont transmis par les semences, Alternaria, Clavibacter, Xanthomonas, et d'autres pathogènes impliqués dans la fonte de semis comme Rhizoctonia et Pythium.
Donc, dans le cadre du projet Succide, la première étape qui a été réalisée sur ces 4 espèces végétales, ça a été d'abord de savoir avec quoi on va pouvoir travailler sur ce microbiote des graines, donc d'analyser la diversité du microbiote de ces graines, de ces 4 espèces, 8 génotypes, etc. Donc, la première question, quand on a commencé, c'est tout simplement qui est là. Le microbiote des graines est quand même beaucoup moins connu que celui de la rhizosphère, des racines ou des feuilles. Et donc, on s'est posé des questions assez simples, qui étaient est-ce que le génotype de la plante et le mode de production ont un effet sur la composition du microbiote des graines? Donc, pour nos 4 espèces, on a utilisé des approches assez classiques de métabarcoding qui permettent, en ciblant des gènes marqueurs, comme GRB pour les bactéries ou ITS1, la région ITS1 pour les champignons, d'avoir une caractérisation globale de la diversité microbienne présente sur les graines. Et donc, les résultats qu'on a pu obtenir ici sont présentés sous forme d'une ordination. Chaque point représente un lot de graines et les couleurs représentent donc les différents modes de production et les espèces. Donc, on voit par exemple qu'on a une séparation entre des lots de graines de tomates, haricots, colza et blé. Et on s'est intéressé, donc pour chacune de ces espèces, à l'influence du génotype, du mode de production et son interaction. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces résultats parce que globalement, vous pouvez voir que tout est significatif. C'est-à-dire que tout est important dans la composition du microbiote des graines, aussi bien le génotype, à part pour le colza ici, et le mode de production et l'interaction entre les deux. Donc, et si on regarde ces résultats sur les champignons, on voit encore des différences encore plus marquées entre les différentes espèces. Et encore une fois, tout est significatif avec un impact assez important du génotype et de la production. Qu'est-ce que ces résultats ils vous disent? C'est que chaque lot de graines qu'on va produire a un microbiote spécifique qui est distinct et qui va porter donc une diversité de bactéries et de champignons qui sont spécifiques du génotype ou du mode de production. Il existe aussi un microbiote qu'on va appeler corps qui va être retrouvé partout, mais on voit quand même qu'il y a aussi beaucoup de spécificités dans chaque lot de graines. La deuxième étape, ça a été de pour pouvoir faire des communautés synthétiques, il faut qu'on ait des isolats, qu'on ait une collection de micro-organismes avec lesquels on peut travailler au laboratoire. Donc, ce qu'on a fait à partir des lots de graines que je viens de vous présenter, on a fait de la culture omique. On a essayé d'isoler à haut débit des bactéries et des champignons pour avoir une collection de micro-organismes la plus représentative possible de ce microbiote et l'utiliser comme une ressource biotechnologique pour développer des communautés synthétiques qui seront efficaces pour améliorer l'installation. Donc ça représente un travail colossal que je résume juste avec un petit tableau, mais on a isolé au total plus de 2500 bactéries uniques, hein, donc qui sont vraiment uniques. Il n'y a pas de doublons dans la collection. 250 levures, principalement des levures basidiomycètes et des champignons filamenteux. Et donc on a une collection de travail pour l'ensemble des espèces travaillées dans le projet. Et on n'a pas voulu juste s'arrêter là, on a voulu voir à quel point notre collection était représentative ou non du microbiote des graines. Donc ici, vous pouvez regarder les barres noires. Donc cette figure, pour les bactéries, elle représente la fraction du microbiote qu'on a réussi à isoler dans notre collection. Donc vous voyez que ces valeurs, dans les barres noires, elles représentent 10 à 20, on a isolé 10 à 20% de la diversité bactérienne retrouvée dans le microbiote des graines. Les chiffres peuvent paraître peut-être faibles, mais en fait, on est très, très content hein, parce que souvent, on parle de 1% cultivable dans le microbiote. Donc là, on arrive quand même à retrouver une diversité assez large. Mais là où vous pouvez voir les barres vertes et oranges, que c'est des résultats assez intéressants, c'est qu'en réalité, on arrive à isoler très majoritairement tous les micro-organismes les plus prévalents et les plus abondants du microbiote des graines. On arrive à les obtenir en collection. Donc, si on n'a pas une partie nous manque, c'est surtout des micro-organismes qui sont rares et qu'on n'arrive pas à capturer, en fait, on n'arrive pas à isoler. Et pour les champignons, on est de même ordre d'idée, entre 10 à 20% de la diversité du microbiote des graines qu'on arrive à isoler dans nos collections. Et encore une fois, on retrouve les souches les plus abondantes et les plus prévalentes du microbiote. Et pour vous représenter sur un arbre phylogénétique la représentativité de notre collection, ici, vous avez un arbre qui représente toute la diversité bactérienne retrouvée dans les graines de tomates. Et les petits symboles rouges, ils représentent les isolats qu'on a en collection. Donc, vous voyez qu'on couvre vraiment l'intégralité de l'arbre. On arrive à isoler dans l'ensemble des phylums ou familles bactériennes. Et les barres, elles représentent l'abondance des taxons. Donc, souvent, quand c'est abondant, on arrive bien à les récupérer.
Donc, on a maintenant une bonne idée de la diversité de ce microbiote des graines. On a une collection de travail pour pouvoir faire des SynCom. Donc, la prochaine étape, c'est de faire des communautés synthétiques. Donc, comment on choisit nos souches? C'est une grosse question. À partir de ces 3500 micro-organismes, comment on va les sélectionner? La vérité, c'est que c'est très difficile parce qu'à l'heure actuelle, le microbiote des graines, c'est vraiment un potentiel qui est inexploré en agriculture. Historiquement, les graines, elles sont plutôt lavées ou stérilisées. On essaye de se débarrasser à tout prix de ce microbiote parce qu'on voit avant tout les graines comme vecteurs d'agents phytopathogènes. Et donc, on a très peu de connaissances sur le rôle et les fonctions des micro-organismes des graines, à la fois pour la maturation des graines sur le porte-graines, mais aussi pour la germination et la croissance. Donc, on se pose des questions assez simples avec la collection qu'on a. Déjà, on se pose la question, est-ce que les micro-organismes qui sont sur les graines se transmettent aux plantules ou aux plantes en développement? Et est-ce que ces micro-organismes impactent la levée des plantes? Donc, on part vraiment pour l'instant sans a priori sur cette collection de micro-organismes pour déterminer déjà est-ce qu'ils sont capables de coloniser les plantules et est-ce qu'ils peuvent impacter l'installation des cultures. Donc, l'approche qu'on adopte, c'est d'inoculer des communautés synthétiques sur graines. Ça nous permet de contrôler finement la composition et la biomasse du microbiote des graines à l'échelle d'une graine individuelle. Et ensuite, on suit la transmission à la plantule et les effets sur le phénotype de la plante. Et donc, pour designer cet inoculum, pour savoir qui est-ce qu'on met dans la SynCom, on s'est posé beaucoup de questions. Ces dernières années, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ça a donné lieu récemment à 2 publications de perspectives ou d'opinions qui donne une approche pour designer les communautés synthétiques, donc un papier dans Nature Microbiology qui se veut générique pour l'ensemble des écosystèmes, pas que les plantes, et aussi un papier dans Trends in Plant Science, où là, on s'intéresse au développement de ces communautés synthétiques, vraiment spécifiquement pour piloter le microbiote de la plantule. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez creuser un petit peu plus là-dessus. Mais donc, plus concrètement, je vais vous donner des exemples de communautés synthétiques qu'on a pu designer dans le cadre de ces dernières années dans le projet Succide sur le haricot. Donc, on est parti de ces 8 génotypes de haricots pour lesquels on a obtenu 1250 souches bactériennes qui représentent 73% de l'abondance relative du microbiote. Et donc, travailler tous les jours avec 1200 souches au labo, c'est pas possible. Donc, on a fait une première approche où on a sélectionné 35 souches sur la base de leur diversité phylogénétique et de leur abondance et prévalence dans le microbiote des graines, mais sans a priori de fonction, parce que de toute façon, on ne connaît pas ces fonctions. Donc, on a essayé de sélectionner sur l'ensemble de la diversité. Et des souches, ici, vous avez l'abondance dans le microbiote et la prévalence. Donc, on a à la fois des souches qui sont très abondantes dans le microbiote des graines, mais aussi des souches qui sont plus rares, qui sont coloriées par différentes couleurs. Donc, c'est une approche vraiment générale sans a priori dans un premier temps. Et donc, ces communautés synthétiques, on les prépare sous forme d'un inoculum. Tout simplement, on les met dans l'eau. On trempe les graines dans l'eau, dans cet inoculum, pendant 30 minutes. Et ensuite, on suit notre communauté synthétique, donc comment sa capacité à coloniser les graines, les plantules. Et on fait ces études en serre dans du terreau non stérile. Donc, notre communauté synthétique, elle est en compétition avec le microbiote du sol. Donc, on suit nos communautés synthétiques par une approche de métabarcoding sur GenGRB. On observe la composition de notre inoculum, les graines inoculées, et ensuite la colonisation de nos souches sur les plantules au bout de 7 jours. Et donc, je vais vous présenter une première approche qui a été publiée pour valider l'utilisation de ces communautés synthétiques sur graines, étudier la transmission de ces souches à la plantule. Donc, c'est une première expérience. On a travaillé avec 12 communautés synthétiques. On a inoculé sur graines à 10 puissance 7 CFU, colonies formées par millilitre. Et on avait des communautés synthétiques avec 3 souches, 5, 8 ou 11, donc un gradient de richesse bactérienne. On a inoculé nos graines et on les a laissées pousser dans du sol non stérile. Et donc, juste pour vous montrer déjà d'un point de vue pratique, est-ce que ça fonctionne d'inoculer des graines? Est-ce qu'on arrive vraiment à manipuler le microbiote de la graine quand on les inocule? Ici, vous avez une ordination qui vous représente nos graines contrôle. Et ici, les carrés représentent les inoculums, c'est la composition de l'inoculum. Et ici, les ronds représentent les graines inoculées. Donc, vous voyez bien ici qu'on arrive à moduler la composition du microbiote des graines et qu'en plus, cette composition, elle est proche de l'inoculum de départ.
Et ici, je vous représente les 12 autres SYNCOM, donc qui permettent d'obtenir des communautés, des graines inoculées avec des microbiotes distincts. Donc, on peut jouer, entre guillemets, à moduler la composition du microbiote des graines un petit peu comme on veut. Ensuite, ce qu'on a regardé, c'est à quel point ces communautés synthétiques peuvent coloniser les plantules. Donc, vous avez l'abondance relative de nos SYNCOM sur les plantules à travers donc, les différentes communautés. Et ce que vous voyez, c'est qu'en moyenne, 80% du microbiote des plantules provient de notre communauté synthétique. Donc, on a une très forte colonisation de nos souches, au moins jusqu'à 7 jours. Il y a certaines communautés synthétiques qui colonisent un petit peu moins bien, mais en règle générale, on a une très bonne colonisation des plantules. Et donc ça vous démontre que cette approche d'inoculation sur graines, ça permet de faire une ingénierie efficace du microbiote des graines et des plantules à la fois, même en compétition avec le microbiote du sol. On s'est intéressé aussi à la transmission de chaque souche. Donc on travaille avec une trentaine de souches différentes. Ici, vous avez une figure qui vous représente l'abondance de nos souches sur les graines et sur les plantules. Et ce que vous observez, c'est que les souches qui colonisent bien les graines, elles colonisent aussi très bien les plantules. C'est ce qu'on appelle des effets de masse. Donc, plus les souches sont capables d'adhérer ou de bien se fixer à la graine, plus elles seront capables de se transmettre à la plantule. Donc, c'est important de screener les souches dans un premier temps pour voir leur capacité d'adhésion à la graine. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que là, les points sont coloriés par la famille bactérienne. Et vous voyez qu'il y a un signal phylogénétique important où c'est les Enterobacteriaceae et les Erwiniaceae qui sont les meilleures colonisatrices des plantules, mais aussi certaines Pseudomonadaceae ou Xanthomonadaceae. Et donc, dans la suite des événements, on a voulu creuser un petit peu plus la manière dont ces communautés synthétiques colonisent les plantules et la compétition entre nos souches. Donc, on s'est intéressé au rôle des interactions entre souches au sein des communautés synthétiques. Et on s'est posé la question, est-ce que la proximité phylogénétique entre les souches influence sa transmission à la plante? Donc l'idée ici, c'est que vous avez un certain nombre de souches qui vont être plus ou moins proches phylogénétiquement. Et on fait l'hypothèse, enfin c'est dans la littérature, que plus elles vont être proches phylogénétiquement, plus elles vont être en compétition pour les mêmes ressources. Et donc par exemple, notre souche violette, elle va peut-être moins bien s'en sortir par une faible colonisation sur plantule si on la met en compétition avec d'autres souches qui lui sont très proches. À l'inverse, si on design des communautés synthétiques très fortement diversifiées, avec des souches voilà, qui proviennent de différentes familles bactériennes, il y aura moins de compétition et plus de coexistence entre ces différents micro-organismes. Et donc, pour tester ce type d'hypothèse, on a designé 30 nouvelles communautés synthétiques qui représentent un gradient de diversité phylogénétique. Donc, nos souches, ici, on les a placées dans plein de SYNCOM différentes qui représentent un gradient de diversité phylogénétique. Et on a fait ensuite le même protocole que présenté avant. Et donc ici, on s'est intéressé à la colonisation de chacune de nos souches. Ici, par exemple, c'était notre Phominas, Cosaconia, dans les plantules. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a des souches qui colonisent très bien les plantules. Et ici, les différents symboles représentent les différentes communautés synthétiques dans lesquelles on les a introduites. Donc ces deux-là, c'est nos tops, c'était notre Phomonas et Cosaconia, elles colonisent très très bien. Mais on peut déjà voir deux choses différentes. C'est Cosaconia, elles s'en fichent en fait de ses voisines, elles colonisent toujours très bien les plantules. À l'inverse, notre Phomonas, selon la communauté synthétique dans laquelle elle est introduite, elle va être plus ou moins bonne colonisatrice. Donc, on commence à percevoir l'influence du contexte biotique des interactions microbiennes. On a pu voir aussi un certain nombre de souches qui sont des mauvaises colonisatrices de plantules, qui se transmettent très mal. Et si on regarde sur l'ensemble de nos souches, on voit qu'on a un gradient, donc on a des souches qui se colonisent bien, d'autres mal, mais surtout le plus important, c'est la dispersion entre les points, qui vont montrer à quel point la composition initiale de la communauté synthétique a un impact sur la transmission de chaque souche. Donc, il met en évidence le rôle des interactions bactériennes qui sont extrêmement fortes. Et donc, via cette approche, on a pu identifier des souches qui ont une forte capacité de colonisation en communauté synthétique, donc quelle que soit la communauté testée, ou d'autres des plus faibles colonisations. Et notamment, ce qu'on peut voir, c'est que les bacillus, qui sont très fortement utilisés en biocontrôle ou en biostimulation, ont des faibles capacités de colonisation sur les plantules. Il y a aussi Massilia et un certain nombre de Pseudomonas qui ont vraiment des mauvaises capacités de colonisation. Ce qu'on s'est posé comme question, c'était également, est-ce que si on teste nos souches seules,
est-ce que cela pourrait prédire leur succès en SYNCOM? Donc, tout simplement, on a inoculé, au lieu de faire des communautés synthétiques, on les a inoculées toutes seules sur les graines. Donc, encore, on a toutes nos souches. Ça, c'est leur taux de transmission. Et ça, c'est leur abondance relative qui va apparaître sur la plantule. Par exemple, notre numéro 1, en termes de transmission seule, c'est Pseudomonas fluorescens. Elle colonise très, très bien la plantule. Elle est toute seule, elle élimine toutes les autres, globalement. À l'inverse, on en retrouve encore nos bacillus ou microbacterium qui colonisent très mal les plantules. Et ensuite, on a un gradient de souches qui sont plus ou moins colonisatrices. Et ici, je vous ai mis des petits symboles qui représentent la capacité des souches à bien coloniser en contexte seul, c'est les ronds, ou en triangle en syncom. Et ce qu'on peut observer, c'est que, bon, par exemple, Panthoea agglomérans cosaconia, elle colonise bien dans tous les cas, qu'elle soit seule ou en communauté synthétique. À l'inverse, il y a des souches qui colonisent très bien seules, mais jamais en communauté, donc par exemple ce Pseudomonas fluorescens ou le Clercia, etc. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas prédire de manière fiable la transmission d'une souche lorsqu'elle est seule par rapport à ce qui va se passer dans une SIMCOM. Donc, il faut vraiment, quand on veut screener des communautés synthétiques, un screening de souches seules, ça ne vous dira rien au final de leur succès lorsqu'elles sont en compétition ou en coexistence avec d'autres micro-organismes. L'autre chose qu'on a pu tester dans cette étude, c'était donc la relation qui pouvait exister entre la colonisation de nos souches, ça représente la capacité de colonisation des souches sur les plantules, et la distance phylogénétique à leur voisine dans la SYNCOM. Donc c'était l'hypothèse de départ qu'on aurait une meilleure transmission si on est plus proche phylogénétiquement de ses voisines. Et donc ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a une corrélation qui est positive, mais qui est assez faible. On explique que 10% de la variance. Je suis écologue, mais quand même, c'est quand même pas une corrélation très, très forte. Et donc, ce qui était intéressant de voir, c'est que c'était très souche spécifique. Donc, il y a certaines souches qui, on retrouve ce qu'on attend en termes d'hypothèse, c'est-à-dire qu'elles colonisent mieux les plantules lorsqu'elles sont éloignées phylogénétiquement des autres souches de la SYNCOM. À l'inverse, Sténotrophomonas, elle s'en sort mieux quand elle est en compétition avec des souches proches, par exemple d'autres Sténotrophomonas dans ce cas-là. Donc, c'est très souche spécifique et ça ne nous permet pas, en fait, de bien comprendre ces interactions biotiques et pourquoi on voit autant de variabilité dans la transmission d'une souche d'une syncome à une autre. Donc, on a essayé d'aller plus loin dans nos analyses et on a fait de la génomique comparative pour voir la spécificité de chaque souche et identifier des traits qui sont associés à une forte colonisation des plantules. Et par cette approche de génomique comparative, donc on a les génomes de l'ensemble des souches sur lesquelles on travaille, on a pu identifier un certain nombre de gènes qu'on retrouve particulièrement dans des souches qui colonisent très bien les plantules. Et notamment cette catalase 4G qui pourrait conférer une résistance au burst oxydatif qui se produit au cours de la germination. Donc lors de la réactivation du métabolisme de la graine, il y a vraiment énormément de ROS qui sont produits. Et donc, peut être un stress important pour les micro-organismes. Et on voit ici que celles qui colonisent bien sont sans doute capables de résister à ce burst oxydatif. L'autre chose qui ressort, c'est un certain nombre de gènes qui seraient impliqués dans les compétitions pour les ressources entre micro-organismes. Donc là, vraiment la guerre entre micro-organismes qui peut s'opérer, et notamment pour l'acquisition du fer. Donc ces résultats, dans leur ensemble, ils nous ont permis d'identifier un certain nombre de souches qui sont des bonnes ou des mauvaises colonisatrices, des gènes qui sont forcément importants pour la colonisation, mais aussi l'importance de screener nos communautés synthétiques ou nos souches dans un grand nombre de contextes biotiques différents pour mieux prédire leur succès futur. Là, tous les résultats que je vous ai montrés, on s'arrêtait au stade plantule, donc, parce qu'on s'intéresse surtout à l'installation des cultures, mais vous posez sans doute la question, quelle est la persistance au cours du temps de ces communautés synthétiques, en particulier lors du cycle complet de la vie de la plante, donc de la graine à la graine. Donc, pour quelques communautés synthétiques, on a fait cette expérience. Donc, on a sélectionné 3 communautés synthétiques qui avaient une bonne transmission, au moins jusqu'au stade plantule. Et ensuite, on a fait pousser ces plantes en serre et on a récolté à des stades végétatifs, floraison, remplissage des grains et sénescence. Et on a suivi la colonisation de nos souches dans la rhizosphère, les racines, les feuilles et les graines, à la fois pour la communauté bactérienne et fongique, même si nous, dans notre communauté synthétique, initialement, on n'a mis que des bactéries. Et donc ici, je vous mets l'exemple d'une communauté synthétique
où on a caractérisé, donc ça c'est l'inoculum de départ, ça c'est le profil des graines inoculées, ça représente les différentes souches. Et ensuite, au stade plantule, on voit qu'on a une bonne colonisation de notre plantule, comme on s'y attend, notamment au niveau des feuilles, partie aérienne, et un petit peu moins au niveau racinaire et encore moins au niveau rhizosphérique. Et on voit qu'on a une dominance de Penthoea agglomérans, qui est globalement une bactérie dominante dans les graines qu'on connaît très bien au laboratoire. Ensuite, si on continue la culture de nos haricots, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir ici que dès un mois après inoculation, on ne retrouve quasiment plus nos souches ou vraiment à des abondances très faibles et un petit peu dans les feuilles, mais c'est très variable. Si on attend plus longtemps, il ne se passe pas grand-chose de plus, c'est-à-dire qu'on les retrouve de manière très variable selon les échantillons et à très faible abondance. Et on ne les retrouve pas du tout dans les graines matures qui vont ensuite donner lieu à la prochaine génération. Donc, ce que ça montre, ces résultats, c'est que la transmission des communautés synthétiques, inoculées sur graines, elle s'opère jusqu'au stade plantule et principalement dans les feuilles. Et ensuite, ces communautés synthétiques sont progressivement remplacées via le recrutement classique du microbiote par le sol, l'air, l'eau, etc. Et donc, ils sont présents ici de manière transitoire, ce qui pour nous est plutôt une bonne chose. On s'intéresse particulièrement à manipuler l'installation de la culture, pas forcément d'aller plus loin dans le temps. Et donc, on s'est posé des questions sur l'impact de ces communautés synthétiques, sur leur impact potentiellement non cible. Enfin, c'est une approche un peu évaluation des risques ou évaluation globale de l'impact de ces communautés synthétiques, et notamment sur le recrutement du microbiote fongique. Donc ici, je vais vous présenter des résultats sur les racines de plantules et l'impact de nos communautés synthétiques sur le microbiote fongique. Et donc ici, par exemple, on a pu observer entre le profil des racines contrôle ou inoculées avec des syncom qu'il y avait des modifications dans le profil taxonomique. Et en particulier, on a pu ressortir qu'il y avait des levures chez Phersomyces et des champignons qui sont connus pour être mycorhiziens qui étaient enrichis en présence de la communauté synthétique. Et donc, on a pu voir que la communauté bactérienne inoculée peut influencer le recrutement des champignons du sol en particulier. De manière encore plus intéressante, on s'est intéressé à l'impact sur la succession écologique du microbiote jusqu'à la génération suivante, donc jusqu'aux graines produites. Je vous ai dit que dans ces graines qui étaient produites, on ne retrouve pas du tout nos souches, mais on a quand même voulu regarder s'il y avait un impact sur le microbiote des graines produites. Et ici, vous pouvez voir les graines contrôle et ici les graines de la Syncom A1. Et on a pu voir un enrichissement d'entérobactéral et notamment du genre Cruivera. Et donc, il y a potentiellement un impact, un effet de priorité et un impact à long terme de l'inoculation de Syncom sur graines, même qui se retrouve dans le microbiote des graines de la génération suivante. Et donc, tous ces résultats, ils portaient à la fois seulement sur de la transmission, sur la composition du microbiote. J'en arrive maintenant à l'impact de ces micro-organismes, ces communautés synthétiques sur la levée et sur le phénotype des plantes. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est tester nos souches seules dans un premier temps pour déterminer est-ce qu'il y avait potentiellement des pathogènes dans l'assemblée. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est toutes les souches qu'on a inoculées seules et on a regardé l'impact qu'ils avaient sur la levée. Vous pouvez voir ici que la majorité des souches ont plutôt des effets positifs ou neutres sur la levée et on a pu identifier 3 souches Pseudomonas viridiflava et Syrah, qui n'était pas une grande surprise, qui avaient des effets plutôt négatifs sur la levée. Et ce premier résultat, il vous dit quand même que le microbiote des graines, c'est pas que des pathogènes. La grande majorité de ces bactéries qu'on retrouve ont plutôt des effets neutres ou même positifs sur le développement des plantes. On a testé ensuite en communauté synthétique, donc on a testé 42 communautés synthétiques, et là on peut voir qu'il y a une modulation, ça va du positif au très mauvais, et donc quand on inclut nos souches pathogènes dans les communautés synthétiques, on a vraiment des effets très négatifs, mais par contre on a aussi des communautés qui permettent d'augmenter le taux de levée. Donc on arrive à moduler la levée des plantules via l'inoculation de ces communautés synthétiques. Une autre chose intéressante qu'on a vue sur le phénotype, c'était plus intéressant que sur la levée, c'était vraiment sur le développement des plantules au niveau anatomique.
Et ça, c'était un peu surprenant pour nous. Donc, quand on s'intéresse à la vigueur des semences, on regarde la proportion de plantules normales et anormales. Ces plantules anormales ne donneront jamais une plante productive au champ. Donc, en plus de la levée, on s'intéresse à la proportion de plantules dites normales ou anormales, selon les critères déterminés par l'ISTA. Et donc, ici, vous avez l'ensemble de nos souches seules, et on a pu voir que la proportion de plantules normales était augmentée par un très grand nombre de bactéries, et encore nos trois pathogènes qui réduisaient le taux de plantules normales. Mais encore une fois, la grande majorité des souches testées, qu'on a sélectionnées de manière aléatoire, ont des effets plutôt positifs. Et maintenant, quand on regarde en contexte de communauté synthétique, encore une fois, on module du très bon au très mauvais via l'inoculation de ces symptômes. Et ici, on retrouve aussi nos trois souches délétères. Donc, dans leur ensemble, on a pu identifier des souches seules, mais aussi des symptômes qui augmentent la proportion de plantules normales. Et que ces graines, elles ne sont pas seulement des vecteurs d'agents pathogènes, mais aussi de bactéries bénéfiques. Juste, je vais faire un tout petit focus ici parce que c'est rigolo. Ici, celle qui est la plus positive, c'est une bacillus. Donc, on retrouve un effet vraiment bénéfique des bacillus, même si elles ne sont pas capables de se transmettre à la plantule. Donc, ça, c'est des résultats très intéressants où on n'a pas forcément besoin d'avoir des bactéries qui vont être capables de coloniser les plantules pour avoir des effets bénéfiques sur le phénotype. Et donc, maintenant, je vais passer à la dernière partie de ma présentation qui porte sur le rôle de ces communautés synthétiques potentiellement pour limiter l'impact d'agents pathogènes. Et donc, ce qu'on a pu voir dans les précédents résultats, c'est qu'on peut manipuler relativement facilement le microbiote des graines et des plantules. Et donc, à ce stade, il y a un faible contrôle par la plante hôte sur ce microbiote. Et donc, pour nous, ça représente une chance pour contrôler les agents phytopathogènes qui pourraient être transmis de la graine à la plantule. Et donc, ça, on a pu déjà le tester dans le cadre de différents pathosystèmes. Je vais vous en montrer un parce que là, ici, on a dépassé les communautés synthétiques uniquement bactériennes, mais on a aussi utilisé des champignons filamenteux et des levures. Donc, on a développé des communautés synthétiques interrègnes en collaboration avec l'équipe Fongicem de l'IRHS qui est spécialisée dans le microbiote fongique des graines. Donc, on s'est intéressé au pathosystème Alternaria brassicicola, qui est transmis par les semences. Donc, c'est un champignon phytopathogène qui cause de la fonte de semis. Et donc, on a sélectionné 11 bactéries, 7 champignons filamenteux et 8 levures. Et on a préparé 7 types de communautés synthétiques. Une où il y avait juste les bactéries, une où il y avait juste les champignons, une où il y avait juste les levures, et ensuite tous les mélanges possibles des différents groupes, pour voir le rôle de chacun de ces groupes sur la protection contre Alternaria brassicicola. Et donc ici, je vais vous présenter des résultats sur les symptômes observés sur les plantes inoculées. Donc là, si on commence juste avec le contrôle, donc on a inoculé de l'eau et le pathogène, on voit qu'on a un niveau de symptômes qui est très élevé. Maintenant, si on inocule que des bactéries ou que des levures, on ne voit pas de différence significative dans la réduction des symptômes. Donc les bactéries seules ou les levures seules n'ont pas un effet protecteur. Par contre, dès qu'on commence à inoculer des champignons, là, on commence soit seul ou en mélange avec des bactéries ou des levures, on commence à réduire les symptômes. Et là où finalement on a le plus de réduction des symptômes, c'est quand on inocule les trois groupes en même temps. Donc ces résultats, ils indiquent que lorsque les champignons en eux-mêmes, ils sont en compétition avec cet agent phytopathogène, ils réduisent les symptômes, mais que l'effet, il est renforcé en présence de bactéries et de levures. Et c'était relié à une très forte corrélation avec une réduction de l'abondance de l'agent phytopathogène sur les plantes. Et donc, on a un fort antagonisme entre champignons qui est renforcé par la présence de bactéries et de levures, qui nous indique l'intérêt de développer ces communautés synthétiques interrègnes, en intégrant le maximum de diversité microbienne possible. Et donc, pour conclure ma présentation, ce que j'ai pu vous présenter, c'est que le microbiote des graines, il héberge une diversité de bactéries et de champignons qui est assez importante, que chaque lot de graines a son propre microbiote. On voit des effets forts du mode de production ou du génotype, et que ça représente donc une ressource pour isoler un grand nombre de micro-organismes différents et tester leur capacité à protéger les plantes. C'est ce qu'on a pu faire dans le projet Succeed, dont il a isolé plus de 3500 micro-organismes. Et ensuite, on a évalué leur capacité à coloniser les plantes et à impacter le phénotype de la plante.
Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que via l'inoculation de communautés synthétiques, on peut faire une ingénierie efficace du microbiote de la graine, mais aussi des plantules, et que ces communautés synthétiques se transmettaient principalement aux parties aériennes, parce qu'il y a moins de compétition que dans le sol avec le microbiote résident du sol, que les souches ou certaines syncom aussi avaient des effets positifs pour le développement des plantules, que ce soit pour la levée, mais aussi dans, dans le développement de plantules normales. Elles peuvent conférer des protections contre des agents phytopathogènes qui sont transmis par les graines. Et on a pu voir aussi un rôle clé des interactions microbiennes au sein des communautés synthétiques qui vont vraiment influencer la capacité des souches à se transmettre de la graine à la plantule. Et selon la communauté synthétique testée, on n'aura pas du tout le même succès potentiel. Ensuite, si on poursuit dans le temps le suivi de ces communautés synthétiques, on voit que ces souches, elles contribuent à l'assemblage du microbiote, mais elles sont progressivement remplacées. Par contre, on a pu voir ce qu'on appelle des effets de priorité. Le fait qu'elles soient là initialement va impacter la succession écologique au cours du temps et modifier le microbiote qui va être recruté au niveau racinaire ou au niveau foliaire. Et on a même pu voir des conséquences sur la génération suivante où le microbiote des graines produites était différent entre les plantes contrôle et les plantes inoculées. Et donc, dans leur ensemble, ces résultats, pour nous, ils nous indiquent que les graines sont des potentiels vecteurs de solutions microbiennes en agriculture, qui sont très intéressantes notamment cette approche communauté synthétique, qui pourrait être intéressante pour améliorer l'installation des cultures. Il faut savoir que ces projets de développement de communautés synthétiques qui ne sont pas du tout spécifiques à la graine, il y a aussi d'autres projets prioritaires de recherche comme Vitae sur la vigne, où ils développent ce même type de solution, mais pour inoculation foliaire contre le mildiou de la vigne, par exemple. Et donc avec ça, je vous remercie pour votre attention, ainsi que l'ensemble de mes collègues à l'IRHS et les collègues du GBES et des différentes unités impliquées dans le projet Succédent. Merci beaucoup. Merci Marie pour cet exposé. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en utilisant la fonctionnalité questions et réponses et pas le chat. Voilà. Et donc, je vais prendre les questions dans l'ordre. Là, il y a une question de Michel Delceni. Voilà, je la lis. Hein. Tout ce très joli travail est réalisé sur du terreau et en serre, voilà, dans des conditions contrôlées. Sa question, c'est que peut-on extrapoler au champ? Oui, bah c'est la prochaine étape hein, dans le cadre du projet Succide et même dans le cadre de potentiellement de futurs projets par SADA, où là, on a pu avoir le terreau, c'est pas un sol, on est bien d'accord. Mais par contre, on a testé différents et le succès est toujours le même. Et ensuite, c'est de passer sur une gamme de sols et de génotypes. Donc, c'est la prochaine étape, évidemment. Et ça sera très intéressant de voir ces interactions aussi en fonction des propriétés du sol, hein, notamment, et la capacité de colonisation de nos syncom, même si on voit qu'en réalité, elles colonisent plutôt les parties aériennes. Donc, on a l'espoir qu'au moins sur cette transmission partie aérienne, on ait quand même une bonne colonisation. Merci. La question suivante de Marie Dufresne. Bon, merci pour ce séminaire très intéressant. La question, c'est la succession écologique observée du stade plantule au stade plante passe-t-elle par une modification du métabolisme de la plante par la syncome initiale, hein, du stade graine ou au stade plantule? Oui, alors là, on a une thèse qui est là-dessus, la thèse de Luna Collard-Santenac, en collaboration avec les collègues physiologistes de l'IRHS, où on regarde l'impact des communautés synthétiques sur le métabolome de la plante en développement. Donc, même au niveau de la radicule, en fait, on dissèque chaque petit compartiment jusqu'au développement de la plantule. Et oui, en fait, on voit des effets sur le métabolisme. Ces résultats, ils sont encore en cours de traitement, donc je n'ai pas pu vous les présenter, mais on va s'intéresser aussi en fait à la modulation des phytohormones en fait par les micro-organismes parce qu'on sait que ces micro-organismes ils peuvent soit produire des analogues de phytohormones, soit les dégrader. Et donc c'est pour ça, notamment sur les phénotypes observés de plantules normales à normales, on pense en fait que ces micro-organismes ils vont jouer sur la balance hormonale, on va dire, de la plante. Donc, ouais, c'est des travaux que j'espère dans un an, j'aurai plus de billes à vous montrer directement. Ok, bon, on te réinvitera. Et la question suivante de Pascal Raté, est-ce que le microbiote des graines change chaque année pour le matériel produit au champ?
Oui, alors ça, oui, on a pu le mettre en évidence dans plusieurs études. Une étude, par exemple, avec les collègues de l'IGEP, au Reux. Donc, dans leur pépinière de production, on a été échantillonner les graines de colza d'année en année. Le principal effet sur le microbiote des graines, c'est l'année. C'est pas le génotype. Et très, très largement, hein. 40% de la variance du microbiote vient de l'effet année, on va dire. Donc, c'est extrêmement important. Mm. Question là, de Pasquale Pérez, alors, qui dit qu'il n'a pas très bien compris le point sur la génomique comparative, mais surtout la question, c'est comment voilà, vous avez découvert, tu as découvert les gènes qui favorisent finalement voilà, Ouais. l'installation voilà, des communautés. Donc, en fait, les aspects, on a les génomes de chacune des bactéries qu'on a inoculées. Et pour chacune de ces bactéries, on a évalué leur capacité de colonisation, soit en contexte communauté synthétique, soit en contexte seul. Et donc, on a fait des groupes, en fait, de souches qui sont des bonnes colonisatrices ou des mauvaises colonisatrices. Et on a fait une analyse de génomique comparative pour déterminer quels gènes étaient présents uniquement chez des souches qui colonisent bien, par exemple. Et on a pu le faire aussi en contexte de souches seules et pour établir quels gènes seraient impliqués plus dans le cadre d'interactions microbiennes ou seulement de l'adaptation à l'hôte. Donc ça, c'est des premiers travaux génomiques comparatifs et on a assez peu de souches, donc ça reste à être confirmé par des mutants ou autres. Mais là, en fait, on a plusieurs projets dans l'équipe où on utilise des méthodes beaucoup plus abouties pour faire ça. On utilise ce qu'on appelle du RBTN-seq, où pour chaque souche, on va créer une banque des milliers de mutants et on les inocule sur les graines et on voit quels mutants sont capables de coloniser la plantule ou non. Et là, ça nous permet d'identifier l'ensemble des gènes qui sont essentiels à l'adaptation des micro-organismes à la plante, en contexte communauté synthétique ou pas. Ok, ok. Une question de Pascal Rattel. Quelle explication tu as pour les plantules anormales? Voilà, alors, c'est simplement une action d'agent pathogène ou c'est plus subtil que ça, peut-être avec des dérégulations hormonales ou des... Ouais, on pense que c'est sans doute plus des aspects de dérégulation hormonale et peut-être aussi des VOC, enfin, des composés organiques volatiles. Donc, on est en train de tester ça, où on a des petits systèmes au labo où on peut faire pousser nos souches sur boîte de pétri et ensuite exposer au VOC en fait les nos graines pour voir l'impact que ça a sur la germination de la levée. Donc, il y a plusieurs pistes, mais notamment phytohormones, VOC, et ensuite on regarde aussi l'impact sur le métabolome en général de la plante. Encore une question de Marc Fellous hein, sur le rôle du sol. Voilà, est-ce que le rôle du sol est neutre? Je- Ah non, ah, clairement pas. Donc là, dans les articles de perspective qu'on a écrits, euh, une des grosses hypothèses hein, qu'on a, c'est que plus les communautés synthétiques seront proches ou en compétition pour les mêmes ressources avec le microbiote du sol, plus avoir du mal à coloniser. C'est important de jouer là-dessus et donc notamment en fait de sélectionner des souches dans les syncom qui vont pas être trop proches de celles du sol, donc d'où l'intérêt de travailler sur le microbiote des graines qui voilà, a une diversité qui est différente de celle du sol pour éviter qu'il soit trop en compétition. Donc, il y a pas mal de travaux qui émergent là-dessus. C'est ce qu'on appelle le champ de l'étude de la coalescence des microbiotes. Donc, quand on a deux microbiotes qui rentrent en compétition, qui est-ce qui va gagner et quels sont les processus écologiques qui sont en jeu. Donc, ça m'intéresse beaucoup dans le cas de nous de la coalescence entre le microbiote de la graine et celle du sol. Euh, et donc, il y a beaucoup de travaux qui s'opèrent dans le cadre du projet Succide au niveau de ce qu'on appelle la spermosphère. Donc, c'est lors de la germination de la graine, il y a un habitat transitoire qui se crée autour de la graine, qu'on appelle la spermosphère, où il y a toute l'exudation de la graine qui s'opère. Et c'est là où il y a la première interaction entre le microbiote de la graine et celui du sol. Et donc là, on s'intéresse aussi à la dynamique de colonisation et de compétition de ces micro-organismes dans cet habitat transitoire. Mais voilà, on a encore un petit peu de travail, hein. Ok. Alors, il y avait une question de Willy Bienvenu qui était plus une demande. Hein, est-ce que les données de métabarconique sur le haricot vont être disponibles voilà, dans le public? Oui, oui, ils le sont déjà. Dans le cadre du projet Succide, on dépose toutes nos données
c'est référencé sur DataGouv ou DataInrae et ensuite c'est accessible. Et j'en ai pas parlé, mais en fait, j'ai fait une méta-analyse sur le microbiote des graines en 2022 où j'ai analysé les données disponibles dans la littérature sur 50 espèces végétales. Et donc, il y a une base de données qui s'appelle le Seed Microbiota Database qui est aussi entièrement accessible. Donc, il y a du haricot, mais pas que. Mais il y a beaucoup de haricots parce qu'on travaille dessus. D'accord. Une question de Clémentine Lepinet, c'est alors pourquoi tu as utilisé voilà, JRB comme marqueur moléculaire et non pas le 16S comme il est finalement c'est classiquement fait, et pour caractériser la composition de la communauté bactérienne totale. Oui, donc en fait, GRB, c'est un marqueur qui a été développé par Mathieu Barré, mon collègue, il y a quelques années. Alors, pourquoi? Parce que la première chose, c'est que GRB, c'est un gène spécifique bactérien qui est présent, qui n'amplifie pas la plante. Donc, quand on étudie le microbiote des plantes, le problème du CSS, c'est que 90% des rides qu'on a, c'est de la plante. Et donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage GRB, il est monocopie, contrairement au CSS. Donc on a des abondances relatives qui sont plus fiables. Et on a une résolution qui est à la sous-espèce au lieu d'être à l'espèce ou au genre. Donc il est plus résolutif que le CSS. Euh, Par contre, il y a peut-être certains groupes qui sont moins bien caractérisés si on travaille sur le sol ou autre. Il y a peut-être une moins bonne caractérisation globale. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise et ça nous permet de traquer nos souches précisément vu qu'on est à la sous-espèce, alors que le CSS malheureusement, il regrouperait plusieurs souches qui sont plus ou moins proches phylogénétiquement. Par exemple, si on a trois pseudomonas, souvent en fait, elles seraient qu'une seule séquence. D'accord. Donc, une question d'Éric Nguema Ona. Alors, quel impact des intrants agricoles, bon, engrais, pesticides, j'imagine. Alors, bon, bah, forcément, tout ce qui est fongicide, c'est un problème. Ensuite, sur la relation, par exemple, à la disponibilité en azote ou en phosphore, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas forcément testé ça, mais ça a forcément un impact très important. Euh, on sait que les intrants sur le microbiote du sol en général ont tendance à réduire la biodiversité. Ces micro-organismes, ils sont pas forcément, ils sont un peu oligotrophes, pas forcément copiotrophes, donc on peut voir une érosion de la diversité. Donc ça serait possible aussi que dans le cadre de communautés synthétiques, le fait qu'il y ait ces intrants, certains micro-organismes ne survivent pas. Donc il faudrait prendre en compte les pratiques dans la sélection des souches pour qu'elles soient adaptées à ces intrants. D'accord. Une question de Sylvie Coursol. Alors, comment envisages-tu d'intégrer les interactions biotiques et abiotiques sur le terrain? Si j'ai bien compris la question. Alors, là, l'idée qu'on a de nos futurs essais au champ, c'est de développer sur plusieurs sites, bon, en commençant par des instituts techniques ou stations expérimentales dans plusieurs climats, sur lesquels on partirait sur des panels de génotypes, donc une quarantaine de génotypes, par exemple, sur le blé. Euh, et donc, bon, voilà, ça serait des premières approches pour, euh, pour évaluer ça et d'avoir un aspect un peu climat, terroir, type de sol, interaction avec le génotype et identifier la compatibilité des solutions. Mais voilà, ça serait pour des premiers essais. D'accord. Et, c'est une question de Marc Felous. Alors, une proposition, pourrait-on parler d'engrais synthétiques? Alors, pour ce qui est de la biostimulation, oui, parce qu'en réalité, les micro-organismes qui vont faciliter la fixation de l'azote ou la disponibilité en phosphate ou autre, ça correspond à l'amélioration de la fertilisation, de la nutrition de la plante. Alors, par contre, si on parle d'engrais synthétiques, on se tire clairement une balle dans le pied en termes de branding et de commercialisation. Déjà, moi, je lutte contre l'utilisation de l'appellation communauté synthétique. C'est malheureusement académique et c'est ancré. Mais en fait, c'est un consortia microbien, c'est un ensemble de micro-organismes qu'on met ensemble. Synthétique, malheureusement, on peut avoir une mauvaise interprétation de cette terminologie, ou on peut penser que c'est des OGM, par exemple. C'est des bactéries qu'on a modifiées au laboratoire. C'est pas du tout vrai, c'est vraiment des bactéries que nous, on trouve naturellement sur les graines et on les a mises ensemble. Donc voilà,
il y a tout un travail qui est en train d'être fait. On va même faire, je pense, un position paper bientôt pour justement changer l'appellation de ces communautés synthétiques parce qu'on peut avoir des freins, par exemple, au niveau européen, sur la future acceptabilité, le financement de ces projets à cause de cette appellation. D'accord. Une question de Vassila Aria anglais. Alors, vous avez mentionné que vous ne connaissez pas les fonctions, toutes les souches qui composent le SYNCOM. Êtes-vous sûr qu'elles sont toutes bénéfiques et qu'il n'y a pas de pathogène? Je pense que tu as déjà un peu répondu, mais tu peux. Oui, donc là sur celle que je vous ai montrée, clairement, il y en avait trois qui étaient pathogènes. Donc c'est pour ça qu'on les a screenés individuellement aussi. Après, il peut y avoir de la pathogénicité qui émerge dans les consortiums. Ça, on ne l'a pas trop vu. On a plutôt vu l'inverse, où s'il y avait un pathogène bien connu, on arrivait à limiter un petit peu ces symptômes avec, quand on les mettait avec d'autres souches. Donc oui, alors voilà, les graines ne sont pas indemnes de pathogènes. Il y en a. On les connaît plutôt bien parce qu'en fait, la majorité de la recherche a été faite sur ce sujet depuis des années. On en découvrira sans doute des nouveaux aussi, ou peut-être plus des pathogènes opportunistes, on va dire, qu'on n'observe pas toujours en conditions au champ. Mais la majorité de ces micro-organismes ne le sont pas. Euh, donc, voilà, soit c'est des passagers clandestins qui disent Ouais, ah, la graine, c'est un super vecteur pour se disséminer, ou alors c'est des micro-organismes qui sont sélectionnés de génération en génération parce qu'ils ont un effet bénéfique sur le développement des graines ou la germination. d'accord. Euh, alors, une question d'Alain Day. A-t-on une carte des sols en France pour la diversité du microbiote? Oui, oui, c'est les travaux des collègues de Dijon. Ouais. Donc le RMQS. Et donc ils ont une résolution de la caractérisation de microbiote bactérien fongique à une échelle 4 km ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc il y a des très beaux papiers qui sont sortis là-dessus. Et on connaît bien l'impact des pratiques, hein, notamment sur la diversité du microbiote des graines, mais aussi des facteurs pédologiques sur la structuration de ces communautés. Et ça émerge même maintenant au niveau mondial. D'accord. Question de Willy, bienvenue. Les amendements lisiers, fumiers, alors qui sont connus pour être très chargés en micro-organismes, hein, issus de l'autre ou bovin ou porc, peuvent-ils finalement avoir un effet délétère sur la croissance de la plantule, contrairement à ce que l'on attend? Alors, ça, c'est un sujet hyper intéressant. Voilà, on voit principalement ces amendements sous forme d'apports nutritifs, enfin, amélioration de la matière organique, etc. Mais en fait, oui, on apporte aussi un microbiote. Donc, ça peut être positif dans le sens où on apporte plus de micro-organismes avec d'autres fonctions, etc. Mais on peut aussi apporter des pathogènes. Ou alors, là, il y a des travaux très intéressants qui portent sur la coalescence de sol. Quand on mélange deux sols, en fait, les micro-organismes se font la guerre. Donc globalement, en fait, on a plutôt des effets négatifs sur la diversité microbienne parce qu'ils vont s'annihiler, quoi. Et donc il va y avoir un effet à court terme qui est négatif et après, au cours du temps, une récupération. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus. Mais après, enfin, l'impact positif de ces amendements sur le développement de la plante, on sait qu'il est plutôt positif. Donc, mais voilà, si on veut intégrer le microbiote dans notre compréhension de ses effets, pourquoi ça marche bien ou moins bien dans certains cas, ça serait intéressant d'étudier ces coalescences. Ça commence à arriver, mais je n'en vois pas tant que ça. D'accord. Question d'André Charrier. L'industrie semencière est très concernée par le sujet. Pas la question. Est-elle impliquée dans tes projets ou mène-t-elle des programmes compétitifs en propre? Alors sur les programmes compétitifs, donc oui, ça c'est sûr qu'ils sont très intéressés. Je sais pas, en tout cas ils font partie du consortium du projet Succide et de l'ensemble de nos projets, hein. Donc on a les associations de semenciers, les associations biocontrôle, biostimulation, l'interprofession, et puis aussi la FNAMS qui est sur le développement enfin, des essais, quoi. Donc, ils sont impliqués, ils suivent ce qu'on fait. Je pense que pour l'instant, on est encore un petit peu amont, on est encore un petit peu tôt, mais ils s'intéressent, en tout cas, ils suivent les résultats de nos travaux. Alors, alors, il y a Anglais qui précise la question qu'elle avait posée, que j'avais sûrement mal interprétée. Alors, je te rappelle la question, c'était, alors si je la reprends là, je ne sais plus, mais enfin, voilà, je vais reprendre celle qu'elle a donnée là. Ma question était plutôt en lien avec l'émergence. Voilà, merci pour la réponse. Alors, il faut que je retrouve
à quelle question ça Ah faisait oui, donc oui, référence. oui, je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. Donc là, pour l'instant, j'ai présenté des résultats de l'impact de nos communautés synthétiques en conditions plutôt optimales pour la levée. Et donc, forcément, voir des effets positifs, c'était pas forcément très simple parce que nos lots de graines, ils ont une excellente levée. Donc là, dans un deuxième temps, dans le cadre de la thèse de Luna, on va travailler en conditions plus pénalisantes pour la levée. Donc selon les modèles d'études, ce sera la température ou les stress hydriques notamment. Donc oui, on pense aussi que les effets positifs de nos communautés synthétiques seront encore plus visibles dans des contextes pénalisants. Donc voilà, ça c'est la suite aussi des événements. D'accord. Et donc, alors, Marc Fellous, chez l'homme, nous parlons, alors je cite le terme, je ne le connais pas, d'épénétique pour le rôle du microbiote. Est-ce que tu connais ce terme épénétique? Alors, peut-être il y a des, quand il a tapé, il a fait quelques erreurs, mais s'il peut repréciser le terme, Non, je je ne connais le pas connais en pas, et tout cas. manifestement, toi non plus. Voilà. Euh, Épénétique. Bon, je ne sais pas. Je lui laisse la possibilité de repréciser. Voilà ce qu'il entend par là. Voilà, je pense qu'on a épuisé, à moins que j'en ai oublié, on a épuisé les questions qui étaient sur le questions et réponses. Mais moi, j'en ai une là, parce que ce que tu nous as montré, c'est que voilà, les communautés synthétiques que tu inocules à la graine, elles prennent le dessus sur la communauté qui était présente naturellement sur la graine. Elle se maintient globalement sur les plantules et puis elle disparaît ouais, finalement très vite au moment où la croissance de la plante et en particulier on la trouve plus sur la graine. Malgré tout, il me semble que ce que tu as montré, c'est que ça conditionne quand même un peu le recrutement qui va être fait de la communauté et qui, in fine, on va trouver sur la graine. Et est-ce que tu as l'idée que malgré tout, mais on pourrait arriver à piloter par les communautés synthétiques finalement ce recrutement pour faire en sorte que finalement, les graines à la fin, elles aient pas une communauté synthétique que inoculée, mais une communauté recrutée, mais voilà, qui est plus adaptée à protéger finalement la graine. Alors, euh, alors, je pense que oui, ça, c'est quelque chose qu'on veut poursuivre, mais en fait, dans le cadre d'une thèse qu'on a en cours sur le colza, en fait, on compare l'inoculation pour piloter le microbiote des graines à trois stades différents. Donc, soit on inocule la graine, soit on inocule la fleur, soit on inocule le fruit. Et donc, on essaye de voir finalement, en fonction de ce qu'on veut faire, à quel stade c'est le plus pertinent d'inoculer. Dans le cas de pathogènes transmis par les semences, travailler sur la graine, c'est peut-être trop tard. On veut plutôt prévenir la colonisation initiale. Donc là, on inocule soit avant que le pathogène arrive, parce qu'il arrive plutôt au stade silique, soit pendant la colonisation au stade silique ou après sur la graine. Donc on compare les trois stades. Et donc peut-être piloter le microbiote de la graine pour piloter le microbiote de la graine suivante, c'est quand même un peu un long shot, on va dire. Mais par contre, piloter le microbiote au stade floral ou au stade fruit ou ouais, post-récolte précoce, on va dire, là, c'est peut-être là où on a le plus de chance de pouvoir être efficace. Après, les demandes de la filière sont moins d'être sur ces aspects préventifs ou manipulations sur le porte-graines, ils sont plus sur les traitements de semences, parce que c'est quand même plus facile. D'accord. Donc voilà, on étudie les deux, mais la demande, elle est quand même plus sur le traitement de semences. D'accord. Alors, il y a Marc qui a reprécisé son. Alors, c'est épigénétique, effectivement, sur par contre, je Épigénétique, oui, connais. oui. Alors ça, oui. Ça, du coup, il y a des travaux à l'IRHS qui sont réalisés notamment par Jérôme Verdier, où là, on a des travaux très intéressants où on regarde le dialogue moléculaire qui s'opère entre la plante, la graine en développement, du porte-graine, de la fleur à la graine, et des micro-organismes, bon, notamment des agents phytopathogènes. Et on voit que si le pathogène est présent ou pas, il y a des impacts au niveau épigénétique sur la graine, qui fait que lorsque la graine va germer, la plantule, elle va être plus ou moins capable de répondre à une nouvelle exposition à des pathogènes. Donc vraiment, il y a de l'épigénétique qui rentre en compte, mais c'est des travaux très récents parce que la défense des graines, les aspects épigénétiques sur les graines, c'est quand même peu étudié par rapport à d'autres compartiments. D'accord. Bah, je crois qu'il y a plus qu'aussi. Voilà. Il y a plus on a épuisé les questions. Alors, à moins qu'il y en ait une brûlante qui arrive brutalement, voilà, on va te remercier alors, pour le topo. Alors, je n'ai pas cité tous les remerciements qui étaient associés aux questions, mais il y en avait beaucoup, puis tu pourras les trouver.
Rappelez que voilà, vous pouvez toujours poser des questions, puis on se chargera de les collecter. Enfin, Yvette le fera, puis on pourra te les envoyer, puis tu pourras répondre à posteriori à En questions. tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions et pour votre accueil.